Merci à vous tous qui avez choisi la 346 du Bouquet Canal Plus pour suivre ces magazines direct. Grand débat, vous êtes sur la PES TV, la production Studio Télévision. Vous avez rendez-vous chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi de 17h50 à 18h50 pour suivre direct Grand débat. Soit c'est moi, soit c'est mon confrère Joseph Kamanga qui anime cette émission régulièrement. Et pour aujourd'hui, vous savez, l'actualité reste dominée dans la ville de Kinshasa par l'opération coup de poing, une opération d'assainissement, une opération qui a été initiée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui, pour lui, il devra, n'est-ce pas, assainir les milieux urbains et pourquoi pas aussi démolir les constructions anarchiques sur les emprises publiques. C'est pour cette raison que plusieurs coins de la capitale ont subi cette opération coup de poing. Ils ont commencé par les boulevards Lumumba, c'était bien avant l'arrivée du chef de l'État. Et bien après, ils sont allés au rond-point Kitambo Magasin. Après Kitambo Magasin, le tracteur ou encore le bulldozer de coup de poing, initié par le gouverneur Jean-Tini Ngobila, s'est dirigé vers le rond-point Willery. Après Willery, c'était le rond-point Gaba. Le rond-point Gaba, ils sont arrivés sur l'avenue de la Libération et hier c'était au niveau de la commune de Lemba. Déjà la commune de Limete a subi cette opération plusieurs fois, il y a aussi Kingabwa, tout ça. Donc aujourd'hui là nous allons parler de cet aspect. Mais avant d'en arriver, j'ai eu à contacter deux personnes, des Congolais. Aujourd'hui ils ne seront pas dans leur casquette politique, mais ils seront plus analystes, ils seront plus quinois, ils seront plus responsables pour, n'est-ce pas, devoir émettre de point de vue sur cette opération qui, depuis un certain temps, fait la une de l'actualité dans les différents salons de conversation. Comme vous le savez, on a démoli non seulement les vendeurs ambulants, on a non seulement chassé les marchés pirates, mais on a démoli les maisons d'habitation où les familles nombreuses sont en débandade. Pour la simple raison, ces maisons ont été construites sur l'emprise publique. Et sur ce plateau, j'ai M. Romain Ganjambe, qui est congolais, quinois, mais il est aussi membre du parti politique AREP, le parti de Maître Guilo Ndomboyo d'ailleurs, qui est le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Bonsoir, M. Romain. Bonsoir, Charles. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous accordent l'opportunité de nous écouter. Merci surtout de l'invitation et la considération que vous avez toujours fait montre à notre modeste personne pour devoir partager autour de l'actualité de mon pays. Voilà, et il n'est pas seul sur ce plateau, il est avec un habitué de la PES TV. Lui, c'est le président de Regelco, c'est M. Variste Bouema. Bonsoir, M. Variste. Bonsoir, mon cher Charles. Merci pour l'invitation. Et je profite de la parole pour saluer mon co-débatteur. Je salue les téléspectateurs de votre émission et de votre chaîne et les Congolais qui nous suivent, Congolais et Congolaises. Je profite de la parole pour simplement interpeller les autorités, particulièrement celui de l'autorité chargée le ministre des Sports, tout ça. Compte tenu à ce que, vous le savez, nous tous, nous le savons, que le seul stade homologué par les inspecteurs de la FIFA, c'est de la CAF. C'est le stade TP Mazembe. Moi, je pense que les autorités doivent vraiment se ressaisir par rapport à ça, parce que nous avons le stade de Martyr, nous avons le stade Kibasa Maliba à Lubumbashi, mais ne réunissent toujours pas les conditions. Et alors, qu'est-ce que le gouvernement, vraiment, je me pose cette question depuis que le jour la nouvelle est tombée, je me pose la question, que pense le ministre du secteur? Donc je pense que nous, Congolais, les autorités savent comment est-ce que le Congolais aime le football. Je pense que s'ils aiment réellement ce pays, ils doivent chercher comment régler le plus rapidement possible ces problèmes pour qu'on puisse satisfaire les Congolais et surtout les fans du ballon rond.
Voilà. Voilà, merci. C'est une première pour M. Variste de faire allusion au sport parce que d'habitude, quand il passe sur le média, c'est plus les militaires de l'Est qu'il a oublié. Vous les avez oubliés aujourd'hui? Non, non, pas du tout. Je pense qu'on va parler de la sécurité et je vais parler de ça aussi. Voilà. Monsieur Romain, parce que la thématique est connue, c'est l'opération coup de poing, mais avant d'en arriver, nous allons quand même brosser rapidement les points d'actualité. Vous êtes au courant que la population de Goma a manifesté contre la présence de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Les étudiants ont marché, la société civile a marché, il y a eu même des villes mortes à raison d'Ignette à la présence de cette force régionale. Mais également, aujourd'hui à Bukavu, la société civile avait aussi décrété une ville morte pour dire non à la présence de la force régionale. En tant que Congolais, comment vous avez accueilli ces réactions de vos compatriotes de l'Est? Bon, premièrement, ce sont des réactions qu'on trouverait normales pour une population qui a tant souffert, qui a connu beaucoup d'affres de guerre et qui se trouve en présence d'une force régionale qui, au lieu d'être offensive, joue à un jeu pas correct. Cela n'émane pas seulement de la population. Vous allez aussi remarquer que lors de la dernière réunion des chefs d'État de l'EAC, vous avez vu le président de la République s'adresser directement au général Kenya là, pour lui expliquer clairement que vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes là pour nous aider, nous les Congolais, afin de faire sortir les rebelles de M23 avec leurs alliés du Rwanda en dehors de notre pays. Vous devez collaborer avec la population. Et aujourd'hui, si la population doit s'élever pour faire des déclarations de marche en ces termes, je pense qu'il y a des services habilités. Le gouvernement de la République doit au moins prendre ça en considération et prendre des mesures qu'il faut afin que, comme la politique de notre président de la République, c'est le peuple d'abord, là c'est le peuple qui parle, il y a vraiment intérêt qu'une attention particulière soit au moins mise par rapport à cette réaction. Mais du moins aussi, on doit savoir que le déploiement de la force régionale a été fait après une conférence de présidence, tout ce qui avait été fait à cela. Et cela n'est pas du coup parce que vous avez dit et cela doit se faire. Ce que je voudrais ici demander à la population, c'est d'être calme, de laisser la responsabilité à la République qui avait fait appel à cette force régionale. S'il y a lieu que cette force régionale puisse se retirer de notre pays, le gouvernement sait comment le faire. Mais la manière dont il faut faire, de marche, des cases, ainsi de suite, ça, j'en déplore. Mais ils ont le droit de devoir manifester parce que nous sommes dans un pays démocratique. Vous oubliez que vous êtes dans la capitale et vivent avec cette force régionale, c'est pourquoi ils réagissent. Non, non, bon, réagir par... Je venais de le dire ici. Si le président de la République lui-même... Peut-être il trouve que le fait d'attendre les voies diplomatiques avec le gouvernement, ça prend du temps. Ils doivent réagir directement pour dire, voilà, nous vivons des histoires qui ne sont pas très bonnes ici. On ne doit pas se faire justice. Ou on ne doit pas jouer les rôles du gouvernement. La population peut faire une manifestation parce que la manifestation est au moins un droit qui est reconnu par la Constitution, mais on ne peut pas aller jusqu'à faire des casses ou faire des histoires qui ne doivent pas être bien. Donc c'est juste manifester, c'est comme quand un enfant a faim, il ne doit pas aller à la cuisine pour commencer à ouvrir les histoires qu'on doit manger, non. Il doit passer et dire non, voilà, je faim, on doit me servir à manger. Merci. Monsieur Variste, votre réaction? Oui, ma réaction directement, je dirais que la population, oui, a le droit, même si à un moment donné, il y a eu un communiqué de responsables militaires là-bas disant que la population jouait les jeux de l'ennemi, que la population ne devait pas manifester, ce qui m'a d'ailleurs choqué, parce qu'on doit laisser la population manifester, c'est une obligation constitutionnelle. Et sinon, s'il faut que, parce qu'ils ont dit que l'ennemi va profiter lorsque la population, au moment de la manifestation de la population, moi je me dis, mais là il faut carrément arrêter qu'on suspende les organisations des fêtes, qu'on suspende
les rassemblements, l'école des enfants, les églises, carrément, on suspend tout à Goma ou dans le Nord Kivu, pour ne pas laisser les ennemis, parce qu'il y a des fêtes à Goma, il y a des fêtes dans les alentours, il y a l'école, il y a des églises, il y a des séminaires, tout ça. Donc là, j'ai vraiment vite compris que ces communiqués n'avaient pas sa raison d'être. Donc voilà, il faut laisser la population manifester. Et aujourd'hui, si nous avons quand même certains résultats, c'est parce qu'à un moment donné, la population a marché contre la MONUSCO. C'est vrai, nous sommes contre les pillages, mais au moins ils ont touché aux installations de la MONUSCO, même si nous sommes contre ces pratiques. Mais le fait qu'ils ont touché à la MONUSCO, ils ont demandé à ce que la MONUSCO puisse partir. C'est ce qui a fait même que M. Blinken est venu pour demander à ce que le gouvernement ne puisse pas penser comment faire partir la MONUSCO. Ouais. Donc je me dis, nous devons laisser, et je pense après avoir vu ce que le gouvernement a pu faire, les limites du gouvernement, je pense que la population a l'obligation de se mettre dans la rue, de s'élever, de manifester. Non, je réagis. Et puis deuxièmement, je donne un exemple simple, comme en parlant de l'EAC. Ils sont venus d'ailleurs, on savait qu'ils allaient combattre directement le 1-23. Voilà. Mais malheureusement, ils sont là, ils sont en train de jouer un jeu dangereux. L'exemple que je donne, c'est l'exemple de la SADC. Lorsque les RCD Goma, le 2 août, il y a eu déclenchement de la guerre du RCD Goma. Un avion a atterri à Mwanda, au camp, la base de Kitona, merci Charles. Alors, les Angolais, juste après, lorsque Mouzé Kabila a saisi la SADC pour intervenir en République démocratique du Congo, nos frères qui sont au Congo central, à Mwanda, à Boma, à Matadi, pourront bien le témoigner. Ouais, ouais. Ils sont venus directement, les Angolais sont venus, les Namibiens et les Zimbabwéens sont venus combattre. Et c'est comme ça que nous avons récupéré le Congo central, à l'époque Bas-Congo. Non, nous devons quand même être sérieux. C'est que cette histoire de EAC, c'est une histoire très dangereuse. Et avec la zone qu'ils sont en train de créer, à chaque fois que les troupes du 1-23 se retirent, c'est eux qui occupent, au lieu que cela soit nos forces armées. Donc c'est très dangereux, cette histoire, c'est très dangereuse, et nos Congolais doivent se mettre debout pour barrer l'ennemi, pour barrer la route à l'ennemi. Donc c'est pour dire que l'EAC, nous ne pouvons pas, c'est comme ça que moi j'ai toujours regretté la politique internationale sur le plan Afrique, sur le plan sous-régional. Le gouvernement du président Tshisekedi, au début, a choisi d'aller vers le Rwanda, d'aller vers l'EAC, au lieu de renforcer nos relations avec la SADC. Parce que si aujourd'hui nous avons, à l'époque, en 2001, lorsque Mouzé est mort, Joseph Kabila est venu, il a trouvé, on avait au moins le Kasaï, on avait une partie de l'Équateur, une partie le Katanga, mais le nord était occupé. Mais c'est grâce à nos amis de la SADC, c'est grâce au Zimbabwe, à l'Angola et la Namibie. On a senti leur présence et ils ont trouvé des solutions. Mais sinon, ces gens-là, oui, ce sont nos frères, mais ces gens-là du RCD, mais l'objectif c'était de prendre Kinshasa. S'il n'y avait pas les Zimbabwe, s'il n'y avait pas l'Angola et les Namibiens, ils allaient arriver ici à Kinshasa. Et peut-être on allait assister à des scènes terribles et puis voir peut-être que non, on allait... voilà, bon, je ne veux pas aller au-delà de tout ça. C'est pour dire que donc, cette histoire-là, il ne faut pas défendre. Nous devons condamner ça. Et demander à ce que, si possibilité, le président de la République doit avoir ce courage. Je demande au président d'avoir ce courage de se retirer. Notre ami parle de la scène où nous avons vu le chef de l'État en train de parler avec le commandant. Oui, les chefs de force de l'EAC. Mais beaucoup de gens ça a beaucoup dérangé les Congolais de voir, parce que la façon dont le chef de l'État est en train de parler, c'est comme s'il suppliait le commandant, voilà, vous voulez qu'il y ait de problèmes, vous voulez la paix. Est-ce que la procédure était bonne? Non, ce n'était pas la meilleure procédure. Le chef de l'État n'a pas à s'adresser à un commandant de force.
lui, il doit traiter avec ses homologues et les présidents des pays membres de l'EAC et non se rabaisser au niveau d'un commandant, parler avec ces commandants-là, parce que le commandant, la police, nous le savons, tout le monde le sait que la police et l'armée ne fait qu'exécuter des ordres venant de la hiérarchie. Donc lorsque vous parlez à un commandant, ça veut dire que on ne maîtrise peut-être pas le rouage des décisions. Donc je pense que nous devons, nous Congolais, prendre conscience, nous devons sauver ce pays. Les décisions ou les solutions à nos problèmes, Madame Adja Labib l'a dit, la ministre des Affaires étrangères belge l'a dit, la solution au problème de Congolais, sont aux Congolais d'en trouver. Voilà. Ça ne viendra ni de New York, ni de Washington, ni de Bruxelles. C'est les Congolais, les Rwandais qui savent, c'est qu'ils se sont dit, doivent trouver la solution entre eux. Non, non. Nous, Congolais, nous devons trouver. Bon, eux, ils essayent de ramener le président de la République par rapport à ce qu'il a parlé avec son frère Kagame. Merci bien, M. Variste. Nous, Congolais, nous devons nous-mêmes s'organiser pour trouver nos solutions. Votre réaction rapide. Oui, j'étais en train de chercher à recadrer sur un élément par rapport à ce qu'il était en train de condamner, je pense... Les contacts du chef de l'État et le chef de l'État-major? Non. Okay. Je parle de l'interdiction de marche au niveau de la zone de Goma et consorts. C'est pour des mesures de sécurité. Ça, on ne peut pas en dire trop, parce que vous savez, même ici à Kinshasa, quand il y a par exemple de marche, les infiltrés ne manquent pas. Les semeurs de troubles ne manquent pas. Vous pouvez avoir de belles intentions de faire une marche et vous ne pouvez pas savoir qui est celui qui vient avec ses intentions qui s'infiltre malsaines, qui s'infiltre du milieu de vous pour faire quoi que ce soit. Interdire une marche à ce niveau-là, je ne pense pas à quel niveau ça doit laisser c'est une mesure de sécurité. Une mesure de sécurité parce que c'est une zone à risque et favoriser ou permettre qu'il y ait des marches de soulèvement comme ça peut encore... c'est comme ça que moi j'ai dit, il faut carrément arrêter toutes les manifestations. Non, parce que la façon dont vous avez dit, c'est comme si cette mesure prise... La police doit sécuriser la population. Lorsqu'il y a manifestation, c'est leur rôle, c'est leur travail. Ils doivent sécuriser la population. En cas où il y avait des informations, disons que les infiltrés pourront peut-être manifester ensemble avec la population, mais nous avons des services de renseignement. Mais je vous ai vu quand même... Nous avons des services de renseignement. Je vous ai vu quand même condamner que la population a touché aux installations de la MONUSCO, vous voyez. Oui, donc vous dites quelque chose et son contraire. J'ai condamné. De la part... Mais la manifestation, je soutiens. De par l'expérience de ce qui s'est passé avec la MONUSCO, ayant une politique prévoyante, on ne peut pas permettre ça parce qu'on sait que ça va encore découler à cela. C'est une mesure purement sécuritaire pour devoir protéger toujours la même Merci bien. Là, c'était juste... Merci beaucoup, M. Var. C'était juste l'entrée pour devoir, n'est-ce pas, donner un peu... de la matière à ceux qui nous suivent aussi, parler un peu de l'actualité. Nous allons revenir sur notre thématique. Je crois bien que mon réalisateur qui parle avec moi va devoir, n'est-ce pas, juste nous balancer les images d'illustration de la démolition de certains coins de la capitale, dont l'avenue des Huileries et quelques coins de Lingwala. Donc, nous allons suivre en image pendant que nous sommes en train d'échanger sur la démolition de l'avenue des Huileries et quelques constructions anarchiques constatées dans la commune de Lingwala. Déjà, Monsieur Romain, qu'en pensez-vous de cette opération coup de poing? L'opération coup de poing vient ici. Bon, moi, j'aime souvent parce que ce sont des émissions que nous avons fait avant avec M. Evariste, pour lesquelles il était en train de taper la main sur la table en disant « Ngobila ne gouverne pas la ville, Ngobila ne fait pas bien son travail ». Vous savez, cette opération vient au moins recadrer une certaine anarchie dans les domaines de l'urbanisme. Je crois bien que le réalisateur Nzouzi qui nous suit va nous balancer. Voilà, les images sont là. Oui, continuez à parler. Vous savez, dans notre pays, quand on demande de votre patron et ça, on doit appeler le gouvernement pour qu'ils viennent arrêter. Maintenant, il faut mettre c'est ma parcelle, personne ne peut pas faire cela par ignorance. Certains se permettent vous rendre les honneurs à l'occasion du lancement de l'opération coup de poing. Et alors, des moments où
tout le monde pouvait se permettre... Là, on détruit, hein? Ouais, tout le monde pouvait se permettre de détruire. Vous voyez par exemple, quelqu'un qui installe Ngobila ne fait pas ceci. Alors, il était vraiment temps pour que ces coups de poing soient réellement donnés, pour que l'on ramène quand même quelque chose de parfait à la ville de Kinshasa. Donc vous saluez l'opération coup de poing. Je salue l'opération coup de poing par le simple fait que cette opération vient remettre de l'ordre. Vous êtes sans ignorer que certains ont mis des sonorisations impossibles qui ne permettent même pas à certains élèves de revoir même les cours les après-midi parce que dès qu'il est 15 h, c'est la musique à un niveau insupportable. Là, on casse les barres déjà. Vous voyez là, il est vraiment sur la route et ce qui n'est pas du tout correct. Et voilà. Vous avez salué l'opération coup de poing, ça c'est votre première manche. Nous allons revenir vers vous pour rentrer dans le détail. Monsieur Évariste, vous aussi, comment vous avez appris, parce que vous êtes à Kinshasa, vous voyez à travers le média l'opération coup de poing qui s'est fait parler d'elle. Dites-nous comment vous avez eu à accueillir cette nouvelle de l'opération coup de poing. Bon, souvent, dans notre pays, c'est la façon de faire les choses que cela pose de fois problème. Je le dis pourquoi? Parce que déjà, je me rappelle, au moment où il y a eu destruction à Baie-Dongalima, l'opinion pensait que c'était parce que les constructions étaient, on a construit anarchiquement l'endroit, donc le terrain était marécageux et ça exposait les habitants, donc ils étaient en danger. Mais le gouverneur avait dit, je l'ai suivi sur une radio, que je ne veux pas, une radio de la place, disons que non, nous faisons ça pour faciliter, j'utilise le terme du gouverneur Ngobila, d'ailleurs on le suit, il est là. Alors, pour faciliter les maraîchers et les pêcheurs de faire leurs activités, de travailler normalement. Lorsque j'ai entendu ça, je me suis posé plusieurs questions à la tête. Au fait, c'était parce que quelques jours avant, on savait qu'il y avait des inondations ici. On se disait que tout ça est fait pour essayer un peu comment atténuer ces phénomènes-là d'inondation après la pluie. Alors, mais il a bien dit... Dans son speech, c'est pour laisser la place au moment de faire le travail. C'est pour faciliter aux pêcheurs et aux maraîchers de faire leur travail. C'est le gouverneur Gentili. Je me suis dit, quel objectif sont fixés les autorités de la ville par rapport à l'opération qui a été lancée? Deuxièmement, l'opération coup de poing, lorsqu'ils ont lancé, j'ai suivi, parce qu'ils ont dit que c'était pour éradiquer les marchés pirates, éradiquer les garages, les épaves et les véhicules mal stationnés, abandonnés sur la voie publique. Oui, détruire les kiosques et les terrasses des fortunes, tout ça, les garages et les vendeurs ambulants et les vendeurs qui mettent les marchandises dans les emprises publiques. Mais lorsque j'ai suivi un ministre provincial qui est allé suivre les déroulements de l'opération, le ministre de Commerce, M. Osé Badi Banga, sur une radio, dire que non, nous le faisons pour ça. Il a parlé des objectifs et après il dit de toute façon, ces gens-là, les vendeurs-là, ne payent pas des taxes, cela ne va pas impacter les trésors publics, donc les caisses de la province, parce que ces gens-là, ces vendeurs-là, ne payent pas des taxes. Ça m'a choqué aussi. Je me suis dit, non, mais comment est-ce que nous pouvons avoir des dirigeants qui ne se soucient pas, parce que nous savons que la plupart des Congolais, nous avons plus de 95% de chômage, le taux de chômage. C'est plus de 95% en République démocratique du Congo. Nous vivons dans le débrouillardisme. Mais lorsque j'entends nos autorités dire que ne se soucient pas, comment est-ce que ces gens-là
faire leurs activités, même si ils ont des problèmes il y a un problème de légalité, mais les autorités sont là pour ce peuple-là. Ça m'a beaucoup dérangé. Quelle était la solution palliative par rapport, quand vous les chassez, voilà, vous allez le passer où? Voilà, si nous étions dans un pays sérieux, je l'ai dit toujours. Non, nous sommes dans un pays sérieux. Non, non, nous ne sommes pas dans un pays où les choses marchent normalement. Parce que dans un pays sérieux, même si une personne, vous trouverez même nos frères qui partent en Europe, dans des mauvaises conditions, dans toute illégalité, mais ils sont accueillis, on leur donne des endroits où habiter, on leur donne à manger, on scolarise même nos enfants, nos frères africains. Donc pour vous, on ne devrait pas casser? Non, je n'ai pas dit ça. Voilà. Je n'ai pas dit ça, mais tout simplement pour dire, il y a des décisions, avant de prendre des décisions, il faut quand même prendre des mesures, il faut quand même préparer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on démolit des maisons, bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont construit sur des caniveaux. Lorsqu'on détruit, au lieu de détruire seulement là où on a bouché le caniveau, on détruit toute la maison. Ces gens-là, la population là de M. Gentini, c'est la population du gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est là qu'on a détruit leurs habitations, c'est là qu'on a détruit des commerces. Bon, avant d'abord des commerces, des habitations. Où est-ce que ces gens-là... Monsieur Varis? Non, je termine. Où est-ce que ces gens-là vont passer nuit? Si nous étions, je le répète, si nous étions dans un pays sérieux, on allait prévoir. Ils étaient alertés apparemment. Non. Les communiqués sont passés pour dire que... Oui, ils ont sensibilisé. Oui. Mais là n'est pas mon problème. Mais qu'est-ce que l'État a fait? Donc, on détruit et puis on laisse ces gens-là comme ça dormir à la belle étoile. Non, ça, ce n'est pas l'État. Ça, si vous défendez ça, donc c'est que nous avons un État démissionnaire. Là, je me dis, mon réalisateur peut nous balancer les images de l'avenue de la Libération où les habitations ont été réellement détruites. Non, voilà. Mais l'État doit prévoir, quelle que soit l'illégalité ou si nos amis, nos frères n'étaient pas en ordre, mais l'État devait prévoir un endroit. Nos amis, ils pouvaient, ceux qui ont subi cette destruction-là, où ils vont passer la nuit. Nos amis, les commerçants. Mais on casse les marchés, on casse les terrasses. Mais est-ce qu'ils ont prévu un endroit où nos frères là peuvent aller continuer à faire leurs activités? Nous revenons avec vous. Donc là, vous voyez qu'ils ne font rien. Ils sont en train de détruire le commerce, ils sont en train de détruire les vies des familles, sans prévoir alors, parce que je le dis ici, ils n'ont rien prévu pour nos frères là, et je pense que c'est catastrophique. Si nous voulons vraiment aider ce pays, nous devons premièrement d'abord chercher à aider le Congolais là. C'est pas seulement faire des choses pour... Oui. Nous allons revenir à vous. Pour plaire, nous allons revenir à vous. À qui, mais il faut faire des choses pour l'intérêt. Merci, Monsieur Variste. Vous avez vraiment dit de tout votre cœur ce que vous avez ressenti, avoir le famille être dehors comme ça. Je crois bien qu'Nzou Zimbala, vous allez nous balancer les images de la démolition sur 24 novembre. Là, on a vu les habitations vraiment être détruites. Mais dans l'entretemps, je vous accorde la parole parce qu'en parlant des images... Je voudrais d'abord ici commencer par des éléments. Il y a le paiement des taxes, il y a aussi les femmes maraîchères et les pêcheurs. Voilà. Je pense bien que si M. Varis a bonne mémoire, lorsque la situation de Bengaliem a commencé, ça a commencé d'abord par un sérieux problème entre les femmes maraîchères qui exploitaient les terrains et ceux qui devaient construire. C'était dans l'illégalité. C'était un conflit déjà. C'était déjà un conflit. Et là, c'était une façon, je ne défends pas le gouverneur, je ne suis pas son porte-parole, c'était une façon de dire que ces femmes maraîchères étaient remises à leurs droits. Parce qu'il y avait aussi des pêcheurs qui avaient des petites habitations de fortune pour les permettre de se cacher pendant les intempéries, qui avaient aussi le même problème. Les paiements des taxes dont vous parlez ici pour les gens qui ont des marchés ambulants, sincèrement, vous êtes sans ignorer que tout ce qui est clandestin, quelle que soit sa nature, est condamnable. Ça, c'est d'abord quelque chose sans ignorer. Cela veut dire aussi que ce n'est pas parce que quelqu'un vole et nourrit sa famille qu'on doit dire que non, on a pitié de la personne qui vole parce que derrière lui, il y a une famille. Non. Donc, je suis en train
je suis en train de... C'est pas du vol. C'est une illustration. C'est mal. C'est une illustration que je viens de donner ici, que tout ce qui est illégal est condamnable. Tout ce qui est illégal est condamnable. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui a au moins construit de façon illégale, devant la loi, il n'a pas raison. Et je reviens à vous directement, parce que j'aime bien ce que vous avez dit. Nous aussi, balance-nous les éléments du 24 novembre, on voit les habitations. Ces maisons qui sont construites sur l'emprise publique, sûrement, nous avons vu, pendant le temps de construction, les autorisations de bâtir, qui a délivré ces documents, et comment ces gens ont construit, et pourquoi on les a laissés terminer construire pour détruire après. Dire on les a laissés construire, on les a donné les autorisations, à chacun sa responsabilité. C'est pourquoi, chaque fois, avant de poser un acte, que vous savez que l'acte que je suis en train de poser ferait appel à l'État, il faut avoir toutes les précisions possibles. Parce que même aujourd'hui, il y a des terrains qui se vendent ici à Kinshasa. Là, nous sommes avec l'avenue de la Libération où les maisons d'habitation ont été détruites. Il y a des terrains qui se vendent. Et vous devez aussi savoir, avant d'acheter un terrain, vous rassurer du contour de ce terrain-là. Pour ne pas arriver à ce qui se passe là. Alors, vous partez, vous négociez avec un chef de quartier qui vous dit, tu peux construire ici. Un chef de quartier qui représente l'État. Voilà. Un chef de quartier qui vous dit, vous pouvez construire ici. Et quand vous construisez, bon, tout peut partir du chef de quartier, mais la finalité c'est quoi? La finalité c'est qu'il y a des autorités cadastrales. Alors, il reste à vérifier si ils ont toute la documentation possible les permettant et si ce terrain a été loti réellement. Vous pensez que cet immeuble que nous voyons présentement à la télé là n'a pas eu d'autorisation de bâtir? Et s'il a eu l'autorisation de bâtir, c'est-à-dire les cadastres connaissent quelque chose, les affaires foncières, tous les services des titres immobiliers ont été réunis et la DGRK passe même pour percevoir l'impôt. Et vous pensez que c'est dans l'illégalité que ces maisons ont été construites? Bon, le problème qui est là, nous réfléchissons ensemble. Le problème qui est là, c'est lequel? Vous voyez, par exemple, quand il faut arriver à faire des démolitions, on prend souvent des plans cadastrales, des plans cadastraux, s'il faut que je le dise. Je vous donne l'illustration de chez Coco. Il a acheté la place où il a construit la morgue. Après avoir consulté les plans cadastraux, il s'est rendu compte que la morgue était sur l'emprise de l'État. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? Il s'est retrouvé dans l'effraction. Et il a subi les sorts. Il a mal acheté. Il a mal acheté. En ayant mal acheté, ça lui a exposé à subir la loi. Dis-moi, je vais accorder un peu la parole à M. Harris. Oui. Parce que, Romain, vous avez bien dit, vous êtes dans la légalité. Mais je me pose la question, toutes ces maisons-là que nous voyons, sûrement, ils ont des documents. Ce ne sont pas des faussaires. Ils sont venus prendre l'espace de l'État pour construire. Ils ont des documents délivrés par les services de l'État. Aujourd'hui, on démolit. Qu'est-ce que le pouvoir public fait des services qui ont délivré des documents à ses occupants? Voilà la parole. Oui, je réagis rapidement en disant que mon ami Romain a dit que donner l'exemple, disons que les vendeurs ambulants, c'est du vol. Non, nos vendeurs ne sont pas de voleurs, mais nous savons... Je n'ai pas dit qu'ils sont des voleurs, j'ai donné une illustration de quelqu'un qui nourrit sa famille par le vol. Par le vol. Oui, mais je n'ai pas dit qu'ils sont des voleurs. Voilà. Si le ministre a dit qu'il ne paye pas des taxes, mais nous savons que le moment qu'ils vendent dans des marchés, il y a des personnes qui viennent récolter des sommes d'argent et c'est à l'État maintenant, parce que c'est ça... Non, sans vous interrompre, je voudrais vous dire que... Lorsqu'on parle de la défaillance de l'État, c'est ça au fait. Parce qu'il y a des personnes qui viennent en qualité d'agents de l'État. Nous revenons. Qui perçoivent de l'argent auprès de ces vendeurs-là. Et deuxièmement, par rapport à l'illégalité, je veux le dire ici d'ailleurs, je ne soutiens pas l'illégalité. Mais je dis tout simplement, qu'est-ce que l'État prévoit par rapport à ces Congolais-là? Parce qu'il est obligé, c'est l'État qui gère ces Congolais-là, donc les autorités. Bien sûr, vous êtes dans l'illégalité. Même un criminel, quelqu'un qui a tué des gens,
on le met à Makala ou dans une prison, on le fait manger. Il a le droit de manger, il a le droit de dormir dans un endroit. Et ceux-là, on a détruit des maisons, donc ils n'ont pas droit à une habitation. Parce qu'ils sont dans l'illégalité. Non, mais nous devons avoir cœur. Et dire ça, je pense que c'est que l'État n'existe pas. L'État est là pour le Congolais. Quelle que soit l'illégalité de ce que nos frères ont eu à faire. Mais l'État doit assurer. On détruit les maisons, on trouve pour vous des habitations. On détruit des marchés, on trouve pour vous un endroit pour faire les activités. C'est ça mon point de vue. Et je pense que ceux-là qui nous suivent comprennent. Et même les autorités, bon, ils pourront peut-être bien comprendre ou au cas où ils n'ont pas le souci de Congolais. Donc c'est pour dire que la responsabilité est partagée par rapport à la question. Il y a des personnes qui ont le pouvoir, revêtis du pouvoir de l'État, qui vendent des terrains aux Congolais, sachant que ce ne sont pas de bons endroits. Ils le savent. En délivrant les documents de l'État. En délivrant des documents. Vous avez bien dit aussi ici par rapport à l'autorisation de bâtir. Mais qui octroie, qui donne l'autorisation de bâtir? Mais c'est le ministre, c'est l'État. Mais en sachant que ces endroits-là, ce ne sont pas de bons endroits, mais ils autorisent quand même des personnes à construire. Donc je pense que la responsabilité est partagée. Et si on était dans un pays sérieux, je le dis, parce que nous savons, nos frères là ils doivent aller en justice contre l'État. Ils doivent ester l'État en justice. Le jour où nous serons dans les sérieux dans ce pays, ils auront gain de cause. Parce qu'il y a des personnes qui ont des titres légaux. Donc ils ont des titres qu'ils ont obtenus légalement auprès de l'État. Donc je pense que si aujourd'hui ils se sentent lésés, ils peuvent aller en justice, mais nous savons que nous n'avons pas vraiment une bonne justice. Mais tôt ou tard, le jour où nous aurons une bonne justice dans ce pays, nos frères là auront gain de cause parce que la responsabilité est partagée. Lorsqu'une personne rêvée de puissance, de pouvoir de l'État, vend un individu et après l'État vient, non, tu as mal acheté, et puis après on casse, et puis l'État ne prévoit rien pour vous après, on vous laisse comme ça dormir à la belle étoile. Et vous dites que non, nous sommes l'État, nous avons le pouvoir, nous pouvons faire tout et vous allez seulement vous faire foutre. Non. Vous savez, il y a parmi les éléments, lorsque je suivais aussi à la télévision, il y a eu un papa qui faisait un témoignage par rapport à cette opération de démolition. Il dit il a habité Bandalungwa depuis 1960. Et puis à l'époque, les maisons qu'on est en train de démolir là, lorsque les gens venaient pour construire, on leur disait que ici c'est l'emprise de l'État. Il ne faut pas construire. Pour certains, ils avaient des frères qui étaient dans le gouvernement de cette époque, qui s'étaient imposés pour dire non, on va faire ceci, on va faire cela. Et sous cela, ils ont dit construire. Et aujourd'hui, c'est l'État qui vient encore appliquer la loi sur les mêmes personnes pour qui on avait conseillé il y a des années, qui s'étaient entêtées et qui s'étaient fait comme ci ou comme cela. Et ce que vous devez dire ici, si l'État n'était pas responsable, il ne donnerait pas le préavis qu'il a donné à ces gens de pouvoir dégager les lieux. Parce que ce n'est pas qu'ils sont venus le matin et le matin ils ont commencé à démolir, non. Et leur situation, même les gens qui sont dans des sites qui sont démolis, ils sont conscients qu'ils avaient construit dans l'illégalité. Par tête dure, je ne sais pas, par influence ou par quoi, ils ont pu tenir... Mais Romain, qu'est-ce qu'on fait de ces autorités, de ces personnels des ministères qui octroient, qui délivrent des documents, n'est-ce pas, juste pour avoir de moyens, mais exposer la population? Ça, c'est une façon d'escroquer la population. J'aimerais savoir, parce que c'est bien, ce que vous dites, c'est bon, il faut rester dans la légalité. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui ont délivré des documents à cette population? Ce qu'il faut qu'on fasse de ces gens qui ont délivré les documents, je pense, mon co-débatteur l'a bien épinglé ici, il y a le sens de responsabilité. Moi, aujourd'hui, on me donne une parcelle de responsabilité étatique, je dois assumer de mes actions. C'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle la redevabilité.
Parce que moi, je suis administrateur des territoires, je commets quelque chose de pas bien, je dois être responsable. Vous voyez, devant une telle réaction, s'il y avait, je ne sais pas, les agents cadastraux qui ont eu à faire ça, ce sont ces genres de personnes qui devaient être... Mais vous devez aussi retenir une autre chose, c'est quoi? Certaines personnes commencent par faire comme s'il était en train de tenter de faire quelque chose. Au fur et à mesure qu'il voit, par exemple, qu'il n'est pas inquiété, il élargit, il continue. C'est comme ça que plusieurs sont arrivés à cela. Malgré cela, tu peux voler 999 fois, mais il y aura une seule fois qui sera du propriétaire et tu seras arrêté. Merci. Ils subissent l'essor de la loi et moi, personnellement, c'est vrai, ça fait mal, mais la loi est dure. La loi est dure, elle reste la loi et on ne peut rien. Oui. Monsieur Évariste, je vous accorde la parole. Je me dis, sur ce plateau, jadis vous avez dit, s'il y a des inondations, le plan de la ville, l'aménagement de la ville n'a pas été assuré. Voilà, il faudra faire ceci. On trouve des caniveaux qui n'existaient pas. L'État est démissionnaire, l'État ne fait rien. Aujourd'hui, le même État que vous avez critiqué a pris les taureaux par ses cornes pour démolir tous ceux qui ont construit sur des caniveaux, surtout ça. Mais dans un autre volet, ce sont les PME qui étaient érigés le long des artères principales. Nous avons vu des magasins, des terrasses, tout ce que le petit peuple congolais pouvait quand même avoir comme moyen de subsistance pour vivre. Et aujourd'hui, c'est détruit. Est-ce que cela devient une pilule amère pour l'ordre qu'on devrait établir ou comment? Non, mais... Parce que le chômage est créé déjà. Oui, le chômage est créé. Bon, c'est comme ça que j'ai toujours utilisé ce terme responsable. Un parent responsable, des autorités responsables doivent prévoir. Et ils doivent faire des études et voir que non, si nous allons dans cette... nous faisons... Oui, voilà, dans cette logique, les avantages, les désavantages, vous voyez, donc il faut vraiment... Une étude planifiée. Il faut faire des études, voir les avantages et les désavantages. Mais malheureusement, je pense que nos autorités n'ont pas tablé sur ça. Par rapport à la décision, parce que mon ami a dit, sinon vous soutenez... Non, non, je ne soutiens pas l'illégalité. Et puis, c'est peut-être pour la première fois d'être un peu d'accord avec les autorités. Je suis d'accord avec la décision, mais mon problème se trouve les conséquences sur la population. La loi est dure, c'est la loi, oui. Vous avez démoli, oui, nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce que l'État prévoit par rapport à nos frères-là qui n'ont plus d'abri, qui n'ont plus d'habitation? L'État doit prévoir. On ne doit pas détruire parce qu'il faut faire respecter la loi. C'est que je suis d'accord d'ailleurs, mais la population là doit être dans des conditions. Si vous laissez ces gens-là sans abri, ils seront peut-être affectés par des maladies et pourront peut-être perdre la vie. Nous perdons déjà beaucoup de nos frères dans l'Est de la République. Je ne pense pas que nous devons occasionner encore des morts d'hommes ici à Kinshasa parce que nous avons respecté la loi, mais l'État n'a pas rien prévu pour nos frères là et cela les a amenés à la mort. Donc je pense que nous devons être conséquents. Par rapport à la décision, je suis d'accord et d'ailleurs je suis pour une décision du gouvernement, disons de créer le guichet unique pour l'autorisation de bâtir. Je pense que c'est aussi l'une parmi les réformes, les innovations. Les solutions. Je pense que ça va limiter au moins ces pratiques de construction. Monsieur Évariste et monsieur Romain, oui. Je sais, nous allons chuter parce que nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous allons d'abord suivre l'interview du gouverneur de la ville. Lui qui est initiateur de cette opération, lui qui est sur terrain, je crois bien que notre réalisateur, s'il parle le même langage avec nous, il va nous laisser maintenant entendre ce que dit le gouverneur par rapport à cette opération coup de poing. Donc nous allons suivre l'interview et juste après, nous allons chuter avec nos conclusions pour clore avec cette émission. Et là aujourd'hui, nous sommes sur l'avenue de Libération, ex-Joséphine Charlotte, ex-24 novembre. Et nous continuons notre opération coup de poing sur cette avenue, sur cette tronçon, compris entre le rond-point Moula jusqu'à l'Upen. Et là, nous sommes aux environs de la commune de Bandalungwa.
nous sommes en train de dégager de l'emprise publique toutes les constructions anarchiques, les boutiques, les centres hospitaliers, y compris les habitations. Alors, la force revient à la loi. Et la loi n'autorise pas les gens à construire sur les emprunts publics. Alors ici, nous avons un projet qui est celui d'aménager cet espace avec des emplacements de parking. Nous allons organiser des emplacements de parking afin que le bus, le taxi-bis ainsi que les taxis puissent parquer, déposer leurs clients et aussi prendre les clients qui sont à l'attente de transport. Donc c'est un projet qui entre dans les cadres de Kinshasa Bofeto. À partir de lundi, on va aller du côté de Lemba et on continue jusqu'à la fin de l'année. On va continuer jusqu'à l'année prochaine, on continue cette opération coup de poing qui entre dans les cadres de notre grand projet Kinshasa Bofeto. Le suivi est fait, non seulement par moi-même, également par mon vice-gouverneur, Jean-Marie Moupa, mais aussi au ministre de l'Environnement, Mme Bena Kabamba et Laetitia. On ne peut pas, nulle part au monde, on peut occuper anarchiquement les emplois publics. Nulle part au monde, on peut occuper anarchiquement les avenues, les rues, ainsi que les ruelles. Donc tout contrevenant, tout celui qui aura construit sur les emplois publics, sur les avenues, sur les ruelles, sur les caniveaux, il sera tout simplement, il verra sa construction, anarchique bien entendu, être... Voilà, là c'est les mots du gouverneur Gentini Gombila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, initiateur de l'opération Coup de poing. Monsieur Romain, vous avez suivi le gouverneur. Qu'est-ce que vous dites par rapport à sa vision, à son projet et votre mot de conclusion? Je pense ici que c'est comme je venais de le dire au commencement. Monsieur Varis a tendance à poser des questions déjà par Bouki, par Salanine ici. Vous voyez? Et là, c'est une belle initiative que je salue parce que M. Barik s'était encore plaint autrefois pour dire à Kinshasa, il n'y a pas de parking. Alors là, on doit se servir de ces espaces qui étaient illégalement occupés pour que nous puissions quand même avoir de parking, de sorte que certains embouteillages qui sont dits aux chauffeurs qui font arrêter, qui stationnent des véhicules en pleine route, créant des embouteillages. Créant des embouteillages, et cette fois-là, il y aura quand même une possibilité de contourner certains embouteillages. Et mon mot de la fin est celui-ci par rapport à la population, de faire attention avant de s'engager dans une situation de construction ou d'achat de parcelles. Il faut vraiment se rassurer que là où je suis en train d'acheter, c'est un endroit sans problème. Ce n'est pas un espace de l'État qui peut me poser un problème à la longue. Et pour clore, la loi reste la loi. Elle est dure, elle fait mal comme elle le fait. Bon, nous ne pouvons que s'assumer. Voilà. Monsieur Evariste, oui, vous aurez des parkings, hein, les gouverneurs. Oui, je conclus en disant non, mais là c'est un problème. Le problème de nos chauffeurs, c'est d'abord un problème de mentalité. Il y a des endroits où il y a des parkings, mais ils ne veulent pas parquer. Ils préfèrent prendre les gens sur la voie publique. Donc c'est d'abord commencer à régler le problème de mentalité de Congolais, surtout des Quinois. Ce n'est pas un problème de parking. Moi, je dis tout simplement, non, je ne pose pas la question Babouki et puis après Baoussal. Non, je pose la question Babouki, mais qu'est-ce qu'ils ont prévu par rapport à la population, les personnes victimes de ces destructions? C'est ça ma question. Donc je me pose des questions par rapport à ça. Mais le gouverneur a parlé, a donné deux points de vue. Oui. Qu'est-ce que vous en dites et votre mot de conclusion? L'hôtel de ville où l'État congolais devait prévoir, pour ceux-là qui vont manquer ou habiter, des endroits pour
s'abriter. Parce que nous savons que nous sommes dans une saison, nous sommes à une saison pluvieuse. On ne peut pas, un papa ne peut pas laisser, quel que soit le méfait. Mon cher Romain, même ton enfant, quel que soit le mal que cet enfant peut faire, tu ne pourras jamais chasser cet enfant, les laisser dormir sous la pluie. Donc un bon parent, un parent responsable, quel que soit le mal, il doit trouver des solutions pour ses enfants. Et c'est ce que moi je suis en train de dire. La ville devait prévoir un endroit pour nos frères qui manquent aujourd'hui, un endroit où habiter, devait prévoir un endroit pour nos frères qui ont perdu leur commerce, un endroit pour faire leurs activités, parce que sur le plan politique, les adversaires vont le récupérer. Et déjà là, ce sont des emplois que les Congolais ont perdus, je l'ai dit. Et deuxièmement, des personnes ont perdu leurs habitations pendant votre régime, le régime de M. Tshisekedi. Et probablement, ils se diront, voilà, donc au moment du président Tshisekedi, nous avons perdu nos commerces, nous avons perdu nos habitations. Comment renouveler, reconduire M. Tshisekedi? Cette population comment? Non, je me pose la question. Et imaginez que mon frère Romain est président de la République et dans cette période-là, moi je perds tout. Je perds mon travail, mais je perds tout. Est-ce que je vais encore reconduire M. Romain? Non, mais malheureusement, non. Donc c'est sûr, c'est pour dire que politique. Sur le plan politique, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec Charles en disant que est-ce que c'était le moment? Pourquoi il ne fallait pas attendre peut-être au deuxième mandat, au début, commencer cette opération-là pour qu'on fasse d'abord des élections? Est-ce que c'était le moment? Est-ce que stratégiquement, est-ce que cette opération n'est pas active? Admettons qu'on puisse aménager maintenant voilà. Nous disons on peut aménager et puis la population se réjouit. Ce qui est fait n'a rien à voir. Ça, c'est une récupération politicienne. Non, mais nous sommes en politique. Mais c'est nous sommes en politique et nous sommes à la veille des élections. Est-ce que c'était une bonne décision? Donc voilà, sur le plan politique, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Vous devez créer l'incidence sur l'élection. Nous réfléchissons. Ça n'a rien à voir nous réfléchissons, non, mais les Congolais ont. Mais vous ne pensez pas que ça peut aussi être un plus pour les élections, aussi longtemps qu'on peut faire des bons parkings, donc embellir ces espaces-là? Ça peut aussi dire que non, c'est un gain pour les élections. Mon cher Charles, c'est impossible que le gouverneur fasse des parkings partout à Kinshasa en une année. Déjà, nous avons le problème de marché Zando, le marché central. Donc, ce n'est pas une récupération policière. Vous dites non à ça? Ça fait plus de 3-4 ans que nous n'avons pas encore eu notre marché central. Donc, il ne faut pas dire aux Congolais qu'aujourd'hui, M. Gentini va construire des parkings dans la ville de Kinshasa en moins d'une année. Je ne pense pas que ça soit non, moi, je suis en train d'insister sur l'aspect lié aux élections, que cela n'aura rien à voir avec les élections. Ça aura de l'incidence. Oui, par rapport au marché dont vous parlez, je n'ai pas tous les éléments. Nous y reviendrons. Mais nous savons que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons encore pas eu notre marché. On nous a dit, attendons novembre. Nous allons accepter, et le jour où nous allons voir ouvrir le marché et nos frères et sœurs le plus important dans tout ça, c'est que vous ne supportez pas l'illégalité. C'est ça ce qui est non, mais nous sommes tous contre l'illégalité. Si vous êtes... la manière de gérer, c'est ça le problème, c'est ça mon problème. Comment est-ce que vous gérez les crises? Le régime n'arrive pas à gérer les crises. Malheureusement, c'est là où il y a mon problème. Il y a l'illégalité, on détruit, il faut faire respecter la loi. Mais qu'est-ce que le régime prévoit pour sa propre population? J'ai donné l'exemple d'un parent. Mon cher Romain, quel que soit le méfait de ton fils. Merci bien, cela, vous l'avez. Tu ne peux pas laisser ton fils dormir dehors sous la pluie. Monsieur Évariste, merci à toi, monsieur Romain. Vous avez compris avec mes deux invités, des analyses ont été émises par rapport à cette opération coup de poing, mais également, au début de l'émission, ils ont fait mention sur les réactions de la population de l'Est face à la présence de forces régionales de l'EAC, mais ça, c'est une question qui reste pendue par rapport à cette opération de démolition, n'est-ce pas, de maisons. Le gouverneur a été clair, c'est un projet qui va venir, n'est-ce pas, pour devoir embellir nos espaces, mais libérer les emprises publiques anarchiquement occupées. Vous êtes d'avis avec moi que mes deux invités se sont mis d'accord sur le point de respect des principes de l'État. Il faudra que la loi s'impose. Mais de l'autre côté, avec M. Varis, il dit qu'il faudra des mesures d'encadrement pour appliquer ces lois. Que faudra-t-il faire pour, n'est-ce pas, mettre cette population victime dans des conditions, n'est-ce pas, transitoires, de sorte qu'ils puissent encore se retrouver. De l'autre côté, M. Romain n'a pas refusé cette
conception, mais il a dit force est à la loi est dure, mais elle reste la loi. Moi, je vous dis merci de la particulière attention que vous avez accordée à cette émission. Nous nous retrouvons prochainement dans un autre numéro de Direct Grand Débat. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la PES TV. Au revoir.